Bon, disons que une certaine interprétation de nos modernes du concept ou fait de transcendance me fait penser l'usage récurrent du mot extériorité dans le langage de Maurice Blanchot et de Michel Foucault, et il devrait y avoir plein d'autres, surtout Gilles Deleuze, soit extérieur, soit dehors. C'est l'article de pensée du dehors. Les préfaces de Michel Foucault, et l'autre c'est préface à la transgression pour l'œuvre complète de Bataille. Donc extériorité pensée aussi avec la transgression. C'est pas si étrange à ce qui s'est passé autour de moi de transcendance. Effectivement, avoir un espoir d'accéder un jour à la transcendance, c'était une sorte de transgression. Et avant le temps, essayer d'accéder, pénétrer à la transcendance, ou à l'inverse, c'est la transcendance qui vous pénètre, ça aussi c'est de l'ordre de transcendance. Donc le mot transcendantal kantien, effectivement c'est un adjectif de la transcendance ancien qui a une autre fonction dans son discours. Donc il faut penser tous ensemble déjà un certain détournement opéré par Kant, par la méthode transcendantale, et sans parler de la transcendance. Et transcendance en tant que telle, si on peut parler comme ça, et chez le postmoderne, un ressurgissement d'une pensée du dehors en tant qu'extériorité. Donc, je dirais que, enfin, comme il ne faut pas substantifier la transcendance, encore moins la méthode transcendantale, il faut essayer de comprendre le point commun et les différences. Extériorité, transgression. Donc, tout d'abord, comme il n'y a pas une seule transcendance, il n'y a pas une seule déterminable extériorité, sinon il n'y aura pas d'extériorité, à mon avis, si c'était complètement déterminé par son intériorité. Transcendance ou bien l'extériorité doit être quelque chose qui n'a pas vraiment, pour nous en tout cas, pour nous qui le postulent comme extériorité ou transcendance, il n'y a pas une intériorité ou contenu identifiable au sens d'objectivité. Bien sûr qu'on peut supposer une identité, mais ce n'est pas identifiable. À moins que nous, en tant qu'intériorité ou dedans, nous ne pouvons nous identifier. Ça aussi, c'est pas si sûr que ça. C'est par rapport à l'extériorité que nous nous identifions en tant qu'une intériorité peut-être. Donc, une fois extériorité éloignée de cette mauvaise transcendance qui est comme l'au-delà ou paradis ou Dieu ou domaine des intelligibles, des choses comme ça.
il faut parler pour chaque chose d'une extériorité. Donc, les limites qui passent partout et qui constituent à la fois des intérieurs et des extérieurs, un dedans et un dehors. C'est ça, les limites, les traits qui passent partout. Les traits, détermination, terminaison, limite, pérase, domaine d'expérimentation, des limites, toujours des limites pour identifier, soi-disant, l'intérieur, l'identité, à partir de ces limites, c'est-à-dire à partir d'extérieur. Effectivement, on ne dit pas extérieur, mais extériorité. On substantifie. En philosophie, on fait ça très souvent. Quand on fait une première fois, c'est ça, c'est-à-dire quand ça ne devient pas vraiment un concept substantiel, et quand on le fait comme un substantif d'un adjectif, donc l'extériorité d'un extérieur, ça c'est une invention qui nous fait avancer dans la technique philosophique. Mais une fois figé, comme la transcendance, effectivement, l'extériorité en tant que telle, supposée, à part, ça aussi, ça peut devenir dangereux. D'abord, on dit que le monde est devenu un grand village et tout, il n'y a pas d'extérieur, le voyage, le tourisme n'a plus de sens, il n'y a pas de terreur, tout est même, on se nage dans l'océan du même. En gros, c'est vrai, historiquement, et à la fois, c'est pas tout à fait vrai, mais à peu près vrai. Donc, tant qu'il y a du temps, il faut garder l'extériorité, c'est-à-dire autrui, autre domaine, des domaines. Il ne faut pas retourner à une nuit là où tous les vaches sont gris. Tout d'abord, la nuit par rapport au jour, c'est une extériorité qui est remplacée par le jour. Pour la nuit aussi, le jour, c'est une extériorité sûrement insupportable ou attendue, languie, etc. Donc, venons au rapport intersubjectif. Un sujet se constitue par rapport aux autres. Et Lacan a montré merveilleusement dans le stade de miroir. Et dans le mémété, dans une fusion de mémété qui était fœtus ou bien le bébé naissant, et pendant à partir d'un certain temps, donc il voit sa mère comme quelque chose d'interchangeable. Il voit à la fois comme autre et à la fois complètement le même. Donc c'est pas tout à fait autrui, toi ou moi, c'est la même chose. Arriver à toi et moi, à une sorte d'addition des identités, c'est plus tard. Donc dans cette ou bien toi ou bien moi, ça aussi c'est logique, mais toi ou moi, c'est indifférent. Ça c'est typiquement bébé fusionnel. Voilà les points de démarcation à la fois nécessaires, à la fois illusoires, parce qu'on dit pour les individus aussi, en tout cas moi je le dis, comme dit Diderot, il n'y a pas d'individu, vous vous vantez d'avoir une individualité, une personnalité, mais qu'est-ce que ça veut dire un individu sans l'espèce, sans nous nous déterminons par rapport
à un concept en marche, en effectivité de l'humanité chaque fois, chaque génération, et dans laquelle les individus se forment autrement selon l'évolution historique, politique, géopolitique, je dirais même logistique, c'est-à-dire l'espoir d'atteindre à des autres continents, proximité, distance, se calcule, se mesure, se décide autrement dans chaque époque. Donc le sens, le contenu du monde, de l'humanité change. C'est pour ça que village global, c'est une très monitoire, notion très utile. Et nous sommes encore dans l'illusion qui garde une certaine vérité. Nous avons des individualités. C'est parce que nous sommes divisés qu'on peut parler d'autrui et qu'on peut parler de l'extériorité et d'un dedans et d'un dehors. Et dehors, c'est utile comme le dedans est utile. C'est en même temps. C'est-à-dire que on se demande s'il y a une extériorité radicale. Bien, c'est plutôt par rapport à une certaine intériorité, à une mémété, à un type de mémété, à un type d'identité, et on peut trouver toujours une extériorité, un dehors, une altérité presque absolue. Pour lui, pour cette identité, pour elle, absolue. Impossible de qu'il soit compatible, mais utile. Je dis utile. C'est rare que j'utilise le mot utile, spinozien. Utile au sens de il faut faire se rencontre d'un jour à un autre pour sortir de la bêtise, tout simplement. Bêtise de même état, de ce quoi avoir une individualité, une personnalité forgée. Bien sûr que vous allez vous forger une personnalité. Vous ne serez pas miroir d'autres, ni négatif simple d'autres, mais une personnalité réfléchie qui fait tout le cheminement des points de démarcation et qui les met en question. Le sens de sa personnalité et dont les éléments sont empruntés de quoi? Des éléments historiques, des symboles ou des procédures, des manières, des façons qui sont prêtes, qui sont empruntées, prêtées, et on est endetté et on ne sait pas quel est notre devoir, quel est justement notre schuldig, notre responsabilité, et pourquoi nous sommes si coupables. Voilà une culpabilité qui vient avec la réflexion des lignes de démarcation et essayer de réidentifier son identité et doit donner un certain sens de responsabilité et en même temps en allemand un certain sentiment de culpabilité ou d'auto-accusation. Voilà, on était resté dans l'autoculpabilisation. Voilà. Et sortir de son communauté, de son mémété, de son très caricaturelle ligne de démarcation primitive qui fonctionne absolument bien, mais avec rencontre d'autres grands A, des autres continents, des blancs, etc., avec les différents procédés et des arts
des factualités qui fonctionnent autrement, effectivement. On ne croit plus aux esprits du forêt, mais on commence à au chargement de nos batteries, de nos iPhones ou de Android ou de je ne sais quoi. On se demande est-ce que les esprits sont bien émis ici. Je ne reçois pas des ondes téléphoniques. Voilà, on commence à parler un autre langage et tout devient tout de suite séculaire, mondain. C'était toujours mondain, mais autrement. Affadi, affaisé, plat, voilà. Mais ce affaissement, cette fadeur, doit être précédé par une rencontre bouleversante, traumatique de grand A. Et l'extériorité fait irruption dans l'intériorité. Et l'intériorité se divise, se bouleverse. Et c'est ça que j'appelle utile, nécessaire et il faut, comme une injonction, mais plutôt qu'une devoir. C'est ce qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire sans programmer, c'est ça. On ne peut pas programmer une rencontre avec l'extériorité, sauf les poètes, les cinéastes, etc. C'est-à-dire des gens créatifs, disons. Et pour eux, c'est très utile, ces pratiques-là. Pour les gens ordinaires, c'est rencontre avec grand A, avec l'envers des choses, c'est toujours traumatisme, c'est toujours une faillite, c'est à la peine de faillite, non, même pas une remise en question totale, mais une panne d'humanité, une panne d'individualité, une crise, disons, qui nous fait, à notre insu, involontairement, nous fait rencontrer avec l'extérieur, avec la transcendance, pour nous, pour soi, disons. Non pas transcendance en soi, bien qu'on peut supposer très justement une en soi, mais pour nous, cette en soi, transcendance en soi, a un autre sens pour nous. Je ne sais pas ce que veut dire un Oxfordien à Oxford, mais je sais ce qui veut dire pour moi, ce qui ne veut rien dire. Je veux dire qu'un anthropologue élevé à Oxford, c'est un anthropologue élevé à Oxford, mais pour moi, en tant qu'aborigène qui se rencontre pour la première fois avec un anthropologue, il m'est indifférent qu'il soit anglais ou qu'il est diplômé d'Oxford, etc. Et pour moi, son extériorité, c'est autre chose que son identité en soi ou sa transcendance supposée ou son grand savoir supposé en soi. C'est autre chose. Notre rapport qui compte avec l'extériorité. Voilà. Donc, quand on peut suspendre les contenus de ces anciens mots transcendance et on le considère dans leur fonctionnement, dans leur usage, dans la fonction qu'ils remplissent, ça devient plus clair et c'est toujours en actualité ces gens-là, et je répète que c'est utile. On ne peut pas s'en économiser. Voilà. Dans l'intersubjectivité et dans les relations amoureuses, dans la fusion érotique même aussi,
transcendance, extériorité, autrui, autre corps, corporité, résiste, reste, mais il y a une irruption, effectivement, et il y a une pénétration, comme je dis, pénétration de la transcendance en nous, et on peut pénétrer à la transcendance, et transcendance nous peut pénétrer. Et au sens d'irruption. Voilà. Je lisais Barbey d'Aurevilly, donc Bonheur dans le crime. J'ai une traduction, yaşama daha yüce bir yaşamın doluşunun doluşu. Voilà. Irruption dans la vie de quelqu'un, d'une vie encore plus supérieure qu'elle. Irruption ou remplissement, une sorte de flot, un remplissement en flot, une invasion d'autrui dans votre domaine. Voilà, vraiment, mon doluşu en turc, c'est très liquide comme verbe, une sorte inondation par autrui. Je suis inondé, je suis par cette irruption, non pas volcanique, mais irruption aquatique. Je suis inondé par autrui, je suis submergé par autrui, et également autrui aussi submergé, et il émerge de ces vagues dans lesquelles il est immergé, une immersion et une émergence, voilà, une vague. C'est comme dans les limites de la mort et de la vie, une scène de naufrage, une nage. Voilà, on nage plus dans une nuit où tous les vaches sont gris, mais sous un ciel gris, sous les averses d'inondation, on assiste à une scène d'évasion. Évasion, non pas d'autrui, mais de tout son paysage dans lequel il nous est amené, tiré à son abîme, à son puits, à ses océans, à ses profondeurs. Et il y a une ivresse de profondeur, il y a des tornades et des tourbillons qui nous fait descendre vers les abîmes sous-marins, et il y a des émergences, la surface de l'eau, et il y a encore des plongées, et tout cela n'a rien de volontaire, mes amis. C'est ça, le jeu d'extériorité n'est pas du tout quelque chose de stable, c'est un jeu sous le modèle aquatique, et très invasif et évasif aussi. Évasion, parce qu'il s'agit en somme d'une évasion de hors de soi, une fusion érotique amoureuse, sert d'abord de sortir de soi et permettre à se laisser être immergé par autrui. Chaque visage accompagne d'un paysage, donc il vient avec tout son paysage culturel, vocabulaire, affectionnel, affectif, nous immerge. Et c'est ça que j'appelais utile encore. Bien sûr qu'il y a des limites et dans lesquelles on peut se noyer,
et toute la scène peut se finir dans l'élément purement aquatique, et parce qu'il s'agit de disparition du visage sur la surface de l'eau, mais apparition en creux, en soi et en creux, en cru, non cuit, dans toute sa cruauté du paysage. Le paysage, un moment soulevé, les vagues soulevées, déchaînées, les vagues déchaînées de vieux océans. Voilà, on est dans le sublime maintenant, enfin, avec toutes ces expressions empruntées du sublime de Kant. On est dans une interprétation du sublime comme expérience extrême d'extériorité, Et penser du dehors, c'est penser, avant que ça arrive, penser cet dehors sans pouvoir en donner un contenu tout à fait déterminable et désirer se rendre compte, désirer comme la mort, comme on sait d'un savoir certain qu'on va mourir, on peut se décider notre façon de mourir, entre guillemets, non pas forcément une mort physique, mais se laisser immerger par les éléments qui nous sont constitués finalement, même comme notre autre, je souligne. On peut se nager dans la mer de Méméthée, mais une fois affranchi les limites, on est dans des mers étrangères, en tant que naufragés, et on est encore soit froide, soit tiède, soit chaude, comme dans une éruption volcanique, on est encore dans notre élément, qui nous sont constitués d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il n'y a pas d'individu, et l'individu est endetté, et il va payer à peu près comme dans le fragment d'Anaximandros. Peiras, et dès qu'on a de Peiras, individualité, on va payer notre dette à Peiron. Vous avez tout compris. C'était une sorte d'explicitation d'un fragment concernant Dike et Adikia d'Anaximandros. Fugue et unfugue. Au revoir. C'est ça. On ne pense pas qu'il s'agit de Ursprung. On croit que c'est le printemps. Le printemps. On sait qu'une portion, un royaume, une petite inclinaison, une faute négligeable dans l'infini, petite. Vraiment, l'homme est écarté, je ne trouve pas d'autres mots, mais il faut préciser, j'utilise ce mot dans le même Bedaitun que insan maymun iştahlıdır. Voilà une expression en turc qui dit que l'homme a un appétit de singe. Ce qui veut dire en fait, plutôt la figure de papillon répond à cette image, parce que l'homme ne se satisfait jamais de merveilles. Parce que ce printemps, est comme chaque printemps, mais j'ai saisi d'avance, avant que ça arrive, je me suis préparé à ce printemps, donc pour moi c'est beaucoup plus spécial. Donc, alors que ce printemps est comme tous les printemps. Et malgré tous les bouleversements, je ne dirais pas social, politique cette fois-ci, c'est biopolitique, encore plus grave, biogonie. Voilà. On met à côté là un instant,
on pense le printemps en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois nouveau, un printemps, chaque fois neuf, chaque fois émerveillant, et chaque fois extraordinaire, réveil incroyable, réveil, mort et ressuscitation. Et ça, je ne dirais pas qu'on se lasse vite, mais cet extraordinaire-là, c'est notre acquis. Nous la connaissons, cet extraordinaire. Et alors que tout devrait nous satisfaire entièrement. Nous devrions être au comble de la chose. Voilà. Mais, printemps est à la fois très généreux et à la fois très avare. C'est-à-dire, printemps a un calcul. Printemps, climat, jour et jour. Surtout au mois de mars et avril. Je sais que j'ai une promesse pour le mois d'avril, mais je mets à côté aussi. J'en suis conscient, mais bon, j'étais là depuis février, janvier, bon. Et ce calcul de printemps, pour se dévoiler peu à peu, avec une prudence en urgence, c'est extraordinaire retenue. Quand on dit retenue, on ne comprend rien du tout. Retenue. C'est quelqu'un qui a une retenue. Ah, il a une retenue. Non, une retenue qui retient beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, mais seulement, il dévoile seulement ce merveille-là, dans ce monde-ci, dans ce climat, dans ce changement climatique ou dans ces mesures-là, entre ces gammes de notes. Vous voyez, vous avez compris tout. Alors que le printemps, c'est-à-dire, en français, pourquoi ça, ce mot ilkbahar en turc, mais je sais que en anglais et en allemand, c'est un mot beaucoup plus intéressant que le reste. Spring. Je n'avais jamais compris en apprenant anglais que le mot spring avait une magie. Mais seulement en apprenant, bien sûr, très tardivement, allemand, que j'ai appris que spring, c'est pas un spring c'est Ursprung. Spring est d'abord Sprung et après Spring. C'est-à-dire que c'est la source qui se ressource, qui se jaillit. D'où on ne sait pas. Un jaillissement d'où on ne sait pas. Chaque fois correct, chaque fois exact, chaque fois identique, chaque fois la même chose, chaque fois. Oh, océan, toujours changeant, toujours identique à soi-même. L'autrement. C'est ça, on ne pense pas qu'il s'agit de Ursprung. On croit que c'est le printemps. Le printemps est arrivé. Non, c'est une portion, un rayon, une petite inclinaison, une faute négligeable dans l'infini, une petite bizarrerie qui effleure notre terre, qui la renverse. Ce qui est en dessous devient en dessus.
J'aime déjà mémoriser, voilà, une chip, ce qu'on appelle une germe. Oui, j'appelle germe tohum, une semence chez les animaux, je suppose. Mais ils sont sexuels, le problème est là. C'est-à-dire que tout seul, ça ne marche pas, réveil. Ça fonctionne au niveau végétal. Chez les animaux, il y a une réveil de sommeil végétatif, hibernal, vers summer. Qu'est-ce que ça veut dire, summer? Été, ayant été, avoir été. Quel été? Quelle festivité en été cet été fêté? On fête cet été festivité. Vous voyez, ça sont les mots, ça sont. Je ne suis pas étymologiste. Alors que je pleure d'un seul œil, l'autre œil mente. Je sais que mensonge est très mauvais habitude. Alors, venons à winter. Winter. Hiver. Hiver. Hublo. Hiver. Hibernal. Hibernatus. C'est toujours sommeil, toujours ralentissement. Hiver. Qu'est-ce qu'il nous reste? Automne. Chez nous, c'est, cette fois-ci, son bahar, comme Teshnun Usani, Teshnun Evel. Donc, c'est suivant arabe, donc je suppose à partir de novembre, dans la couleur pourpre de novembre, on considère la saison que... Non, en novembre, en plein novembre, c'est l'automne, dans la couleur pourpre. C'est une tristesse de Minnemosine. Parce que le privilège ou malheur d'automne, c'est que on connaît centime par centime toute la nature. Pendant l'été, on a fait le tour du monde, on connaît et on est las. On est las de ce séchement, de cet énorme branchement des bourgeons. Et on sent un vieillissement quelque part. Alors que ça craque en printemps, ça craque pas en automne, mais en hiver ça craque et personne n'est témoin oculaire. En hiver, sous la neige, ça se craque, ça se serre, ça se ramasse. Et c'est la fête pour les graines. Voilà, c'était pas semence, mais la graine sous la évacuée ou tirée vers la profondeur de la terre avec la neige, avec la lourdeur de masse de neige. En hiver, la graine trouve sa cavité, son creux fertile, ou bien son rocher dur. En l'occurrence, le grain aussi va se durcir, va
multiplier ses possibilités de branchement, sa chance de survie, il espère s'il y a une roche dure, mémorable, sur laquelle il y a une effigie, une inscription. Ego Arcadia. Nous étions dans l'ancien pays, c'est-à-dire que ce pays-là, d'où notre peuple vient, selon les légendes, ce pays d'antan, ce pays, le nôtre, maintenant inhabité, délaissé, c'est le nôtre. Nous avons trouvé l'effigie. Et en exergue, il y a une figure, profil que nous déchiffrons. Mais nos inscriptions en nous nous sont inconnues maintenant. Alors que le profil, le nez, le narine, le front, le menton, les cheveux, les oreilles, la taille, la torse, c'est exactement, c'est notre race. Alors que il s'agit de nos ancêtres, nous sommes maintenant incapables de déchiffrer leur inscription. Chaque fois que nous le tentons, nous sommes déçus, désabusés. Et nous craignons qu'ils n'ont voulu rien dire, seulement donner des ordres en inscription, seulement des propos d'interdits ou des impératifs. Rien qui nous concerne, rien n'est sincère, rien une voix personnelle, ni un chant. Tout était figé chez nos ancêtres. Ils sont décimés ou engloutis, on n'en sait rien. Mais les inscriptions étaient très droites, cubiques, latérales, transversales, verticales, horizontales. Et nous y voyons toutes les prémices de géomètre. Et nous concluons que nos ancêtres étaient de bons géomètres. Et tout, trop rigide, trop anxieux. Car il y a un fleuve qui a changé de lit. Et ce lieu est devenu un veuf de notre rivière, maintenant assagie en laissant des alluvions sur la tombe de nos ancêtres, encore plus engloutis en règles verticales, sont descendus d'un étage dans une laps du temps d'inondation sans surface que les cimes des arbres et des perroquets effrayés. Voilà que nous disons par les oracles de ces effigies
ondulant qui ressemble beaucoup à nos jeunes gens. Alors que nous sommes un peuplade très vieux avec des mots incompréhensibles comme mots d'ordre, et nous chantons pour notre bon plaisir. Alors que nous communiquons avec les traits courts et longs et des pointillés. J'ajoute qu'en fait, au départ de ce discours, avant que je commence, j'avais dans la tête, effectivement, un peu envisager une méthode transcendantale chez Kant, et j'ai dit assez peu de choses. Et quand on regarde aux antinomies des idées cosmologiques, idées psychologiques et idées théologiques, donc cosmos, monde, Dieu et âme individuelle, l'homme, eux, tous les trois, ils ont une certaine extériorité certes, l'un à l'autre, par rapport l'un à l'autre, alors qu'ils sont dans une certaine interdépendance. Dieu existe, mis à part sa transcendance en soi, Dieu existe pour l'homme, pour l'entendement humain, ou bien pour les idées de la raison. Donc, encore pour une âme, si Dieu a une fonction, s'il n'en a pas, s'il y a une mauvaise fonction. Si ça marche bien, ça marche bien. Donc il faut passer par l'éducation de l'âme pour avoir un bon fonctionnement divin, disons, et bon usage de transcendance, bon usage de l'extériorité. Et il y a de mauvais usages qui est critiqué par Kant. Voilà, très riche sujet. Est-ce qu'on peut prier l'extériorité? Je vous prie de me pénétrer et ouvrir, dévoiler votre secret. C'est-à-dire, dénudez-vous et couche-toi, Marie, couche-toi là. Et on ne peut pas se comporter envers l'extériorité comme ça. Mais ça existe, je sais que ça existe, je sais que, comment on appelle cela, viol sexuel aussi, ça existe, et ça a quelque chose à voir avec, justement, autrui absolu, comme absolu, et crime absolu, et je dirais S', s'absoudre, voilà. Le moi ou bien l'âme et le monde ont une certaine extériorité, méthode transcendantale justement, et précise cela. L'objet, pour nous, c'est autre chose, en tant que Gegenstand, et l'objet en soi, l'objet idéal, c'est autre chose. Et Dieu, c'est autre chose, impénétrable ou bien agnostique. Mais a une fonction, peut avoir une bonne fonction comme Dieu moral. Donc, jouer avec l'extériorité, mais comment? C'est une sorte de politique. Il y a de mauvaises politiques, il y a de bonnes politiques. Et je disais utile. Voilà, chercher le bon politique, c'est utile. Et parfois, en passant par les mauvaises expériences, le mauvais usage de l'extériorité. Et il faut préciser que Gilles Deleuze, Lévinas aussi utilise le mot
enfin, le terme, le concept d'extériorité. Et Gilles Deleuze, quand il parle de ces extrêmes extériorités, je pense absence d'oxygène ou dans l'espace, par exemple, comme exemple, voilà, cette expérience pure de l'altérité d'une cosmonaute ou d'une astronaute peut nous pulvériser tout simplement et laisser suffoquer. Voilà, c'est encore pire qu'un naufrage, périr en mer, périr en espace. Si ce danger attend l'humanité, ce sera encore pire et qu'il fallait éviter. Bien qu'il y ait une invasion, une idée d'évasion vers l'espace, et il y a eu toujours une invasion de l'espace en monde, et le monde, en revanche, va envahir. Il a déjà commencé à envahir l'espace. Donc, il faut encore distinguer une mauvaise politique et bonne politique de l'évasion à l'espace et non pas une mauvaise invasion. Oedipe, peut-être, va rester figé, encloué, creusé sur le mur à jamais, mais sa jambe emboîtée, son pied denflé, en bois squelettique, va faire le tour du monde, circumnavigation, parce que l'objet détachable comme ossements, les ossements chez les vertébrés, eh bien, participent à la fondation du monde tel que nous le connaissons, la terre fertile, le monde environnant, et l'air frais, tout doit à nos ossements. Et à la rencontre de ceci, nos ossements aussi doivent tout à cette terre qui est faite des ossements. C'est un incroyable circuit qu'on appelle circumnavigation, d'où vient l'allégorie d'Oedipe emboîtée. C'est seule créature qui s'emboîte dans ce circuit. Et il va plus loin que lui-même. C'est-à-dire que lui, il s'arrête, il fait un retour, mais son pied denflé, son bois en prothèse, continue à faire le tour du monde. C'est ça son rapport avec les inventions d'Héphaïstos, pharmacon, techné, prothèse, Alors on se demande encore pourquoi Freud a tellement privilégié entre tant de déités semi-dieux la figure d'Oedipe. Alors, j'ai une réponse culturelle, c'est-à-dire qu'à l'école, il a lu peut-être Hölderlin, traduction de Sophoclès. Sophoclès était déjà privilégié. Et il fallait un théâtre, et non pas une mythologie racontée seulement par Homéros, mais une composition et au mieux une triptyque. Donc c'était déjà une interprétation entre guillemets moderne d'Oedipe. Oedipe lui-même s'est
inconnaissable. Moi, j'ai tout de suite une réponse. Inconnaissable pour moi, Gilgamesh. Voilà. Oedipe était déjà quelque chose de fané, une fade copie de quelque chose beaucoup plus authentique, inénonçable, original et sans parole, à couper le souffle. Oedipe n'est qu'une histoire de royauté, une sorte d'histoire de Troya, donc descendance des divins rois, une succession des archontes. Il est déjà trop chargé par généalogie, cet Oedipe. Bouddha aussi. On peut dire que Oedipe et Bouddha, il est contemporain. Tout est trop neuf, trop récent, comme Mohammed. Jésus, il est quelque chose ancien, mais une réplique de quelque chose de très ancien. Moïse est très ancien, Moïse est quelque chose, une réplique de quelque chose de très ancien. Encore beaucoup d'ancienneté. C'est ça l'énigme. Vous allez dire avec Nietzsche, hier je disais, je citais Nietzsche, la science est un roman feuilleton, alors travaillons épisode par épisode et on va arriver un jour au but. Non, c'est pas ça. Bien sûr qu'on ne peut que travailler par fragments, mais la composition, disons, intuitive, saisie intuitive, peut être déjà fait. Pour l'instant, je ne le dévoile pas. Pas grand chose à dévoiler d'ailleurs. On appelle dans la botanique greffe d'organes. Voilà. Toute énigme résolue.